Je suis en dehors de Goma, en République démocratique du Congo, pour rencontrer Faiza Claire, une mère célibataire qui gagne sa vie grâce au cannabis. Donne-lui le papier. Montre-lui comment tu fais. Tu le mets là-dedans et tu le roules bien serré. Tu fumes de la marijuana? Non, je ne fume pas. Je suis croyante. Je vends seulement, je ne fume pas. Je m'habille élégamment pour ne susciter aucun soupçon. Je mets un parfum fort pour masquer l'odeur de l'herbe. Ce n'est pas légal. Tout le monde en vend parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de gagner sa vie. C'est tout ce qu'on a pour survivre. La weed est utilisée par les humains dans le monde entier depuis des siècles. En 1961, sous la pression des États-Unis, l'Organisation des Nations Unies a adopté une politique internationale classant la marijuana comme stupéfiant illicite, poussant de nombreux pays à l'interdire. La beuh, devenue illégale, a gagné en valeur. De grandes organisations criminelles ont alors pris le contrôle du commerce de la weed, la considérant comme une culture rentable. En République démocratique du Congo, vaste pays d'Afrique centrale, cette herbe génère bien moins d'attention. Les grands criminels et milices se concentrent sur l'extraction de minéraux rares comme l'or et le coltan et laissent au peuple la weed qui pousse massivement à la campagne. L'herbe étant illégale au Congo, elle coûte plus cher que des légumes comme les haricots ou les pommes de terre. La marijuana est désormais une culture de rente pour la classe populaire. Je voulais observer comment ces gens utilisent l'herbe pour améliorer leur vie. Voici pourquoi je suis venu au Congo. Je suis dans les montagnes de l'Est du Congo pour rencontrer un groupe de pygmées. Ils font partie des plus pauvres dans un des pays les plus pauvres au monde. Historiquement, les pygmées étaient des nomades, vivaient dans la forêt et changeaient fréquemment de camp. Ils chassaient, cueillaient et cultivaient pour survivre. Cependant, la guerre en République du Congo et la société moderne les ont contraints à s'installer, à mener une vie sédentaire. Les pygmées cherchent à s'adapter et l'herbe locale qu'ils fument depuis des siècles, connue sous le nom de bangi, pourrait en être la clé. Perché sur le flanc d'une montagne du Nord Kivu se trouve le village pygmée Mbouti. Pour mieux comprendre leur mode de vie, je passe du temps avec Aaron Maindulé, le chasseur en chef du village. Après avoir posé mes pièges, je m'assois et je fume. Si tu es capable de... C'est quelque chose que je fais dans le cadre de mon travail. Les pygmées ont besoin de fumer pour pouvoir travailler. Est-ce que le bangi t'aide à chasser ou piéger? L'herbe est la chose la plus importante. C'est ce qui me donne la force de travailler et m'aide à chasser sans que l'animal ne s'échappe. Pour que l'animal ne s'échappe pas, pour que je puisse le poursuivre en criant « Oh ah, oh ah !» Je suis un expert de la chasse. Les ressources les plus importantes de mon point de vue sont la marijuana et la viande. Maintenant, je vais vous montrer comment je chasse. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que nous utilisons pour piéger les animaux. Je vais maintenant te faire une démonstration. Ce fil piège l'animal lorsqu'il passe à côté. Maintenant, j'espère attraper l'animal, parce que c'est la seule façon d'obtenir de la nourriture. À manger? C'est comme ça que vous mangez? Oui. D'accord. Je te considère officiellement comme mon ami. Nous sommes amis, Rafiki. J'aime la façon dont tu utilises le dos de ta machette comme marteau. Oh là là, c'est un bâton pointu, là. Ce sont des méthodes ancestrales de survie, c'est ce qu'on fait ici. Je vois, il est en train de fabriquer une sorte de faux sol.
Nous l'avons recouvert de feuilles. Oui, je vais aussi utiliser tout ça. Ah, voilà, et ça, c'est le nœud coulant. Où as-tu appris à faire ça? J'ai appris de mon grand-père, de mon grand-oncle et de mon père. Qui m'a amené dans ce monde? J'ai hérité de leurs compétences. Tout m'a été transmis. Bien sûr, oui. Et maintenant, les feuilles. C'est un piège ingénieux, même si vous voyez, c'est rudimentaire. Pour l'instant, j'ai terminé avec les pièges pour animaux. J'aurais pu faire d'autres pièges si nous avions eu un endroit plat. Donc le parc est là-bas. Pourquoi tu ne vas pas au parc pour faire ça plus souvent? Je ne peux pas faire ça au parc. Ce serait très risqué d'aller dans le parc. Depuis que la guerre a commencé, on ne peut plus piéger les animaux comme nous le faisions avant. Le parc national des Virunga, vaste zone protégée de 7800 km² à l'est du Congo, abritait autrefois les pygmées et de nombreux animaux sauvages, malgré la présence de guérilleros. Durant des décennies de guerre en République démocratique du Congo, le parc a servi de refuge et de base pour de nombreuses milices armées. Les pygmées, qui vivaient soit dans le parc, soit s'y rendaient pour chasser, ont été forcés de partir lorsque le gouvernement congolais a fermé le parc des Virunga aux habitants afin de prévenir le braconnage et de priver les groupes rebelles de refuge. De larges parties du parc et d'autres zones reculées du Congo restent contrôlées par des rebelles et milices. Ils utiliseraient ma propre machette pour mettre fin à ma vie et me voler. Ce n'est pas seulement loin, c'est extrêmement dangereux. Donc c'est très dangereux. Ils te tueraient dans le parc, ils te tueraient. Si je traîne dans cette zone, les rebelles du FLDR vont m'égorger et me décapiter. Ils diront que tu es un espion et que tu vas ramener l'armée congolaise pour les attaquer. Ils ne pourraient pas te laisser partir d'ici. Et donc, ton destin est d'être tué. C'est déjà arrivé à quelqu'un que tu connais? Oui, bien sûr. Ils ont assassiné mon grand frère par ici. C'est comme ça ici. Je suis désolé d'entendre ça. Mais pour aujourd'hui, continuons la chasse. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. On les laisse de côté. Dans le passé, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Maintenant, nous, leurs descendants, nous vivons dans une zone de guerre. Quand la guerre a éclaté et s'est déclarée à Kichanga, nous avons dû fuir nos maisons. Nous dormirons ici aujourd'hui. Demain, nous serons là-bas. Nous serons expulsés et déplacés. Nous sommes devenus comme des oiseaux. Volant sans but, c'est le genre de vie que nous menons ici. Est-ce que tu penses que les pygmées vont survivre ou l'avenir des pygmées est-il très sombre? Aujourd'hui, nous n'avons rien à laisser à nos enfants à part différentes formes de difficultés. Ils n'ont aucune réelle chance de gagner de l'argent. Nous, en tant que peuple, sommes fortement négligés. Nous sommes négligés et traités comme des êtres humains inférieurs. L'idée que les pygmées sont moins que des humains a des racines historiques profondes et douloureuses. Au 19e siècle, période coloniale, les théories racistes de la biologie évolutionniste voyaient les pygmées comme des proto-humains, chaînons manquants entre hommes et singes. En 1904, des pygmées ont été présentés à l'exposition universelle de Saint-Louis, puis l'un d'eux exposé à la Maison des singes du Zoo du Bronx. Aujourd'hui, de nombreux Congolais voient encore les pygmées comme des citoyens de seconde zone. Le terme pygmée est souvent jugé péjoratif, mais aucun mot particulier ne peut le remplacer en anglais. Ils ne se rendent pas compte que nous sommes des êtres humains, tout comme eux. Nous saignons tout comme eux. Maintenant, quand on va au marché de Lierre, si les soldats ont bu, ils nous frappent sans raison quand ils nous croisent. Ils aiment nous battre, nous les Mbouti, car pour eux, nous n'avons pas de voix. Nous luttons. Il est difficile de trouver du bois de chauffage, de chercher de la nourriture. Nos grands-pères nous ont appris à cultiver l'herbe, ce qui nous permet de survivre. Sinon, nous serions en train de mourir de faim.
C'est pourquoi nous aimons bien vendre de l'herbe. Rejetés par la société et sans terre pour cultiver de la nourriture, les pygmées sont parmi les personnes les plus vulnérables de la planète. Dans cette souffrance, l'herbe est la seule chose sur laquelle ils peuvent compter. Les pygmées du Congo ont enduré des difficultés et des persécutions pendant des générations, mais ils font preuve d'une résilience remarquable. L'une des seules ressources dont ils disposent pour survivre est l'herbe, une plante qu'ils cultivent et fument depuis des siècles et qui pousse tout autour de ce village. Nous avons appris à cultiver l'herbe de nos ancêtres, de nos grands-pères, de nos pères. On a vu comment ils la préparaient et donnaient à une personne souffrant de diarrhée. Si quelqu'un avait de la toux, on préparait une boisson avec de l'herbe et la personne était soulagée. Nous l'utilisons aussi pour l'élevage. Nous l'utilisons sur nos poules et sur nos vaches. Ce médicament est utilisé par beaucoup de gens depuis longtemps. C'est mon grand-père paternel qui me l'a appris. Ce médicament est un remède contre la diarrhée. Je commence par le piler. Quand j'ai fini de piler les feuilles, j'ajoute de l'eau à cela, puis je fais chauffer le tout. Préparer une tisane d'herbe contre la diarrhée peut sembler étrange, mais une étude sur les pygmées Aka du bassin du Congo a montré que ceux qui fumaient du cannabis étaient beaucoup moins infectés par des vers parasites. La diarrhée cause de nombreux décès au Congo. Les ancêtres des pygmées avaient peut-être trouvé une solution. Nous, les Mbouti, nous utilisons ce remède traditionnel à base de plantes et il nous protège de nombreuses infections. Ces feuilles sont celles qui poussent autour de la hutte? Ce n'est pas bon de récolter les plantes médicinales des autres. Ça ne marche jamais. Tu peux la préparer, la broyer, etc., mais ça ne marche jamais. Mais quand la plante médicinale est à toi, elle guérit tout. Ne pouvant exploiter la forêt, les pygmées se tournent désormais vers leur médecine ancestrale comme nouvelle source de revenus. Que faites-vous avec cette herbe? Comment l'emballez-vous et combien de temps pour la sécher? Quand l'herbe est bien mûre, nous la coupons comme vous nous avez vu le faire. Nous l'emballons, puis nous la plaçons dans un endroit où il y a de la fumée provenant d'un feu qui souffle. Après cela, nous la retirons et l'étalons au soleil pour la faire sécher pendant 2 à 3 jours. Ici, maintenant, nous avons fini de sécher comme ça, celle-ci devient comme ça. Qui vous l'achète et où le vendez-vous? Nous vendons de l'herbe au village voisin. Ils viennent ici et l'achètent. Avez-vous des difficultés à apporter l'herbe au marché et à la vendre? Nous vendons de l'herbe uniquement ici. Si nous l'emballons et que nous l'emmenons dans un autre village, quand nous faisons le voyage entre les villages, ils nous arrêtent et nous mettent en prison. Ils nous frappent avec des bâtons. Nous aimerions pouvoir vendre en dehors de notre village. Ils ont fait en sorte que cela soit très difficile de vendre ailleurs. Là-bas, s'ils le veulent, ils peuvent simplement te tuer. Oui, en effet, il n'y a pas d'autre travail ni d'autre source de revenus. Au moins avec ça, on vend et on gagne de l'argent, 20 centimes de dollars américains. Ensuite, nous pouvons aller au marché pour acheter un peu de farine. La nourriture, on appelle ça notre nourriture. Du crépuscule à l'aube, je fume constamment. C'est notre gagne-pain, notre seul gagne-pain, l'herbe. Si tu n'arrives pas à la vendre, tu te couches le ventre vide. C'est pour ça qu'on cultive cette plante. Quand la nuit est tombée sur le village, j'ai vu plus de gens allumer des joints qu'allumer des feux pour cuisiner.
J'ai pensé que leur relation à l'herbe est différente de celle des personnes que j'ai rencontrées avant. J'ai vu des personnes retrouver espoir devant des maladies mortelles grâce à l'herbe. Pour les pygmées, le lien avec la plante est bien plus fondamental. Je voulais savoir qui d'autre, au Congo, utilisait de l'herbe pour faire face à la vie. La ville de Goma, au bord du lac Kivu, compte 1 million d'habitants dont beaucoup vivent dans une grande pauvreté, sans électricité ni eau courante. Cela est principalement dû aux guerres interminables du Congo, alimentées par les ressources minérales qui ont ruiné l'économie et fait perdre leur emploi, traumatisé de nombreuses personnes. Je suis venu rencontrer Kiri, une mère célibataire débrouillarde de 10 enfants, qui a trouvé un moyen de soulager la douleur de sa communauté en leur vendant illégalement du cannabis. Je l'ai rencontrée dans une ruelle derrière chez elle. Tu es en quelque sorte celle qui gère le business du cannabis par ici. S'il te plaît, parle-moi en français. Veuillez parler en Kiswahili. Je ne parle pas swahili, Et je ne parle pas anglais. mais je parle un peu français. Tu peux aider une femme dans ses tâches ménagères. Tous les hommes devraient participer aux tâches de la maison. Tumika? C'est ça, travail. Tu penses que je fais du bon travail? Allons étendre le linge. Le mari et la femme étendent ensemble le linge. En Europe, on fera la lessive ensemble. Un garçon blanc fait ma lessive, ça n'arrive pas tous les jours. Il va même porter le seau. T'as dit quoi? Garçon blanc. Peut-être que tu me montreras un peu de ganja? Les docs. Oh ouais, voici la ganja. C'est la meilleure, la ganja de Massissi. Ça vient de Massissi? La numéro 1, Et vous les gars, vous aimez fumer cette herbe? Très bonne. Muzuri. seulement une. Ils aiment de la ganja. Je vais repartir avec toi, homme blanc, et vendre de la ganja en Europe. Depuis combien de temps vends-tu de l'herbe aux gens? Cela fait 5 ans que je vends de l'herbe. Et pourquoi as-tu commencé? La difficulté m'a poussé. Les enfants se couchaient le ventre vide, je ne pouvais pas payer l'école. J'ai choisi de vendre de la bœuf, c'était ma seule option. Tu as vu d'autres vendre de la bœuf? Comment as-tu su que c'était un bon moyen de gagner de l'argent? J'ai vu beaucoup de mes amis et des femmes de soldats vendre de la bœuf. Elles gagnaient assez d'argent et c'était une bonne affaire pour elles. Ton mari est dans l'armée? Les soldats ne reviennent pas. Certains sont morts, d'autres peut-être vivants, on ne sait pas. On ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Je veux dire, c'est terrifiant. Tu ne sais pas s'il est vivant ou mort. Depuis combien de temps est-il à la guerre? Ça fait des années. La vie est difficile parce que nous nous occupons seuls des enfants. Les hommes dans nos vies n'ont pas de travail. Certains sont morts à la guerre. Payer le logement devient difficile. Vendre du cannabis est la seule option pour gagner de l'argent. De ce que j'ai compris, le cannabis est illégal au Congo. As-tu peur d'être puni? Quand on a faim, on ne peut pas avoir peur. Ils viennent pour nous punir, nous arrêter et nous battre, mais on les corrompt. Ils nous arrêtent, on sort et on recommence. C'est ça la vie. Ils en profitent aussi. On les corrompt pour qu'ils nous laissent partir. C'est une course sans fin. Et qui sont la majorité de vos clients? Qui sont-ils? Tout le monde fume ici. C'est une médecine naturelle. On la fume pour accroître l'intelligence et le calme. Donc même les soldats viennent ici. Les soldats et les policiers sont nos plus grands clients pour l'herbe. Ils en achètent tous et en fument. Pour fuir les difficultés de la vie, tout le monde a l'esprit occupé par des pensées dépressives. Pensées de faim, de survie et de joindre les deux bouts. Nous faisons face à trop de problèmes auxquels on ne peut échapper d'aucune autre manière. Des orphelins partout, des veuves et des mères célibataires. Il y a beaucoup de souffrance, c'est ça? C'est ce que vous dites. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup viennent vers vous pour fumer de l'herbe et atténuer leur souffrance. Je suis leur médecin. Je leur prescris de l'herbe à fumer pour se détendre. En général, après avoir fumé, les gens mangent et se reposent. Ils se sentent bien et oublient leurs soucis. Ils se sentent régénérés et reprennent le cours de leur vie quotidienne.
Quelles autres options s'offrent à vous et quelles autres options s'offrent aux femmes au Congo? Aucune autre activité ne permet de générer autant de revenus. Les enfants ont fini leurs études mais peinent à trouver un emploi. Il n'y a absolument pas d'emploi. Les guerres ont tout bouleversé. Il vaut mieux vendre des joints que de se prostituer. Et vendre avec la main. L'une de vous a-t-elle déjà eu une expérience en tant que prostituée? Est-ce quelque chose que vous avez dû faire auparavant? Pas de mari, que puis-je faire? Je fais ça. Parfois. La prostitution ne paie pas les factures. Ce n'est pas un bon travail. Elle ne rapporte même pas la moitié de ce que rapporte le business de la weed. Je l'aide un peu et grâce à ce business, elle s'en sort. Ils peuvent manger désormais. Ayant découvert que le commerce de la weed est un moyen de s'en sortir, Kiri veut maintenant aider d'autres femmes. Je l'ai revue sur un marché à Goma où elle achetait des vêtements pour ses enfants et expliquait à Feza Claire les avantages de vendre de la drogue. J'apprends aux femmes à penser à l'avenir. Elle m'a appris comment gagner de l'argent pour survivre pour mes enfants. Et elle m'a aidé à vendre pour que mes besoins puissent être comblés. Quand je gagne de l'argent, je ne suis pas obligée de recourir à la prostitution. Pratiquer ce commerce m'aide à subvenir à tous mes besoins. Peux-tu me dire pourquoi tu aimes expliquer à d'autres femmes comment elles peuvent gagner leur vie et être un peu meilleures en affaires avec le Bangui? J'ai progressé dans ce métier et formé de nombreuses femmes. Elles ont ainsi appris à subvenir aux besoins de leurs enfants. Je leur ai appris que leur rôle est de subvenir aux besoins de leur famille. Ainsi, leurs enfants peuvent aussi apprendre beaucoup de leur travail acharné. Les hommes ne gagnent pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous aimons encourager les jeunes filles. Le travail que nous faisons, c'est ce qui nourrit nos enfants. Kiri s'en sort en vendant de la marijuana, mais on dirait qu'elle fait plus que ça. Elle permet aux femmes d'être autonomes en vendant de la marijuana plutôt que leur corps. Et pour sa communauté, elle crée un espace sûr et un lieu de rassemblement discret pour ceux qui espèrent faire une pause dans leur vie difficile. Après des décennies de guerre civile en République démocratique du Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo sont l'acteur clé du maintien de la paix. Alors qu'être soldat est l'un des rares emplois stables accessibles aux hommes, ce revenu n'empêche pas certains des 150 000 membres de l'armée d'en vouloir plus. Je suis venu voir Moutebayav et sa femme Élise pour parler de leur activité de vente de cannabis. Quel est votre rôle dans l'armée? Je suis le lieutenant Moutebayav. Ok, à Lombashi. Ne dis pas ça. Arrête! Merci, j'ai terminé. Dans quel corps de l'armée? La police militaire. Continue de le regarder. Écoute ce qu'il dit. Donc je comprends que beaucoup de soldats fument de la marijuana et qu'ils le font beaucoup. Je comprends aussi que beaucoup de soldats finissent par vendre de l'herbe également. Est-ce vrai? Et pourquoi? Oui, beaucoup d'entre eux vendent de l'herbe. Les salaires sont très bas. C'est comme ça qu'ils arrivent à joindre les deux bouts. Mais l'herbe, même les patrons en consomment un peu. Tu parles trop avec l'homme blanc. Et quel est ton salaire dans l'armée? Je reçois 95 $ américains par mois. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi l'armée te paye-t-elle si peu? Pourquoi ton salaire est-il aussi bas? Je ne peux pas répondre à cette question. Continue de le regarder. Je ne sais pas. Ce sont les patrons qui peuvent le savoir. Pas ici. Depuis quand êtes-vous mariés? Ça fait 18 ans. Depuis quand fumes-tu de l'herbe? Et depuis quand en vends-tu? Eh bien, plus ou moins 20 ans. Mensonge, ça fait 10 ans qu'on en vend. Il ne fume pas. Moi-même, je ne fume pas. Regarde là-bas. Je vends, je ne fume pas. Ce n'est pas toi qui vends, c'est ta femme qui vend. Eh bien, celle qui vend, c'est ma femme. Je ne fume pas, non. D'accord, je comprends. Depuis quand vendez-vous de l'herbe? Environ 10 ans. Environ 10 ans. 10 ans en tout. Le fais-tu par obligation ou pour une autre raison? As-tu d'autres moyens d'augmenter tes revenus?
Pourquoi utilises-tu Bangui pour essayer de gagner plus d'argent pour ta famille? Je peux vendre beaucoup et c'est pour ça que j'aime ça. Ça fait vivre ma famille. Ça nous permet d'être éduqués et nous allons bien grâce au cannabis. Est-ce que tu le ferais quand même si tu n'avais pas besoin d'argent? Oui, si j'avais assez d'argent, j'arrêterais de vendre de la marijuana. Et je passerais à un autre business. Je pourrais aller au marché chercher un autre travail. Pour subvenir aux besoins et à l'éducation de mes enfants. L'éducation avant tout. Je veux que mes enfants reçoivent une éducation et puissent en bénéficier. Pour que les gens sachent que les enfants de ce soldat sont instruits. Après leurs études, ils iront à l'université pour devenir ingénieurs. Alors les gens sauront que les enfants de Muteba sont ingénieurs. Tu as de l'espoir pour tes enfants. Tes enfants, comme tu dis, c'est un peu ton avenir. Tes enfants définissent la façon dont ta vie s'est déroulée. Et je comprends. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose de très important dans la vie des gens. Et donc, naturellement, tu ferais quelque chose qui aiderait ta famille. Tu vends de la bœuf. D'où vient cette bœuf? Ils la prennent dans la brousse, ils l'apportent ici à Goma. Ensuite, on la met en petits paquets et en rouleaux, puis on la vend. Qui le ramène de la brousse? Qui? Oui. C'est juste nous? Les soldats? Oui. Donc, tout vient de la brousse à l'extérieur de Goma. À quelle distance exactement? Kichanga et Massissi. Kichanga et Massissi sont les deux endroits. Massissi, l'un des nombreux territoires de la vaste République démocratique du Congo, échappe au contrôle du gouvernement et est dirigé par des groupes rebelles. Alors que la FRADC est officiellement en guerre contre ces groupes rebelles, des soldats comme Muteba s'aventurent régulièrement en territoire rebelle pour se réapprovisionner en cannabis pour leur petit commerce. L'armée étant incapable de sécuriser le pays seule, l'Organisation des Nations Unies a lancé la plus grande mission de maintien de la paix mondiale. Je suis venu parler avec le chef du bureau de l'Organisation des Nations Unies à Goma, Daniel Ruiz, pour en savoir plus sur l'état actuel du conflit. Combien de groupes armés opèrent actuellement dans l'est du Congo? Environ 46 groupes armés opèrent dans l'est du Congo. Selon vous, lequel menace le plus la stabilité de l'est et du Congo en général? Eh bien, c'est certainement les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute la guerre s'est construite autour des forces démocratiques de libération du Rwanda. On peut dire que c'est la pierre angulaire du conflit en République démocratique du Congo. La FDLR est un groupe de milices fondé par les tueurs qui ont commis le génocide rwandais en 1994. Ils ont massacré près d'1 million de personnes de la minorité Tutsi en un peu plus de 100 jours, en utilisant des outils agricoles comme des machettes. Après l'arrêt de l'offensive par les Tutsis, les criminels ont fui vers les pays voisins, dont la République démocratique du Congo. Ils ont créé la FDLR pour retourner au Rwanda et renverser le gouvernement Tutsi. Depuis, ils ont passé 2 décennies retranchés dans l'est du Congo, violant, tuant et terrorisant la population locale. Le coût de la guerre est très élevé. Ils doivent trouver des ressources et le Congo possède beaucoup de ressources. Vous avez toutes sortes de minéraux, du cuivre, du cobalt, et il y a des terres rares dans cette région. Et voici quelles sont les véritables causes à l'origine, la vraie raison pour laquelle la guerre n'a pas pris fin. La plupart de ce groupe se sont transformés en prédateurs qui essaient de s'enrichir grâce au commerce illégal des ressources naturelles. Trade of natural resources. Et les groupes armés, en plus de cela, tuent, mutilent, violent et brûlent des gens. Burning people. Messissi, la région d'origine de l'herbe de Goma, abrite aussi des minéraux comme l'or et le coltan. La FDLR la contrôle et la protège agressivement depuis leur arrivée au Congo il y a 20 ans. Je voulais connaître la vie des agriculteurs cultivant de l'herbe en zone rebelle. Je remonte la piste du cannabis au Congo jusqu'à Messissi, à 13 heures de Goma, où l'herbe est cultivée et vendue par beaucoup de gens. Mais Messissi est aussi le fief des rebelles qui déchirent le pays. Jusqu'à présent, j'ai roulé sur une route contrôlée par l'armée congolaise, mais maintenant je vais tourner à gauche pour entrer dans une zone contrôlée par les FDLR. À
mon arrivée, les anciens du village ont demandé à me voir. La région étant contrôlée par la FDLR, ces chefs doivent avoir des liens avec eux. J'ai donc voulu voir ce que je pouvais apprendre par eux sur les rebelles et sur le trafic de cannabis à Messizi. Merci beaucoup de prendre le temps de me parler et de m'accueillir dans votre village. Merci beaucoup. Merci de nous rendre visite. Je suis heureux que nous soyons tous rassemblés. Je suis le chef de l'endroit où nous sommes. Nous aimerions connaître vos intentions. Nous sommes ici pour tourner un documentaire sur la façon dont la marijuana joue un rôle au Congo. Quand la FDLR est-elle arrivée dans ce village et comment était-ce? 94? Oui, 1994. Et 1994. C'est après le génocide. C'est ça. Cela fait plus de 20 ans que les forces démocratiques de libération du Rwanda vivent avec ce village. Oui, en effet. Aucun problème avec la FDLR? Aucun problème? Quel rôle joue le gouvernement congolais dans ce village? Ont-ils une présence? Envoient-ils l'armée ici? Les soldats sont à Nyangji et Pati. Ils viennent encore ici. Que font-ils ici lorsqu'ils viennent? Ils patrouillent généralement le quartier puis retournent à leur base. Ils n'interfèrent pas dans les opérations. Ce qui me surprend, je suppose, c'est que, d'après ce que j'ai compris, l'armée congolaise et les forces démocratiques de libération du Rwanda sont des entités ennemies. Donc, ce que j'entends de votre part, c'est que ici, dans cette ville, dans ce village, dans cette région, les forces démocratiques de libération du Rwanda vivent simplement. Ils ne veulent pas se battre? Qui devrait répondre? Cet homme. S'il vous plaît, monsieur. Bon. Je fais partie des forces démocratiques de libération du Rwanda. Je ne peux pas vous mentir. Mais il y a quelqu'un qui est responsable de cette zone, et ce n'est pas moi. Si je disais quoi que ce soit, j'endosserais une autorité qui n'est pas la mienne. Quel est votre grade au sein des forces démocratiques de libération du Rwanda? Sergeant. Sergent, membre des FLDR. Depuis quand faites-vous partie du groupe? J'ai 30 ans. 30 ans. Avez-vous vécu au Congo pendant toutes ces 30 années ou bien veniez-vous du Rwanda? From Rwanda. Non, j'ai toujours vécu ici. Notre histoire porte sur la façon dont la marijuana joue un rôle dans la société congolaise, qui l'achète, qui la vend et qui la fume. Et une chose que nous trouvons particulièrement intrigante, c'est que bien souvent, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo ou leurs femmes qui achètent de la marijuana dans des endroits contrôlés par les forces démocratiques de libération du Rwanda. Je ne sais rien à ce sujet. Rien du tout. Je ne sais rien à ce sujet. D'accord, rien du tout. C'est-à-dire, vous ne savez pas qu'il y a du cannabis cultivé dans cette région, ou vous ne savez pas si des membres des forces armées de la République démocratique du Congo achètent du cannabis provenant de cette région. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fumé de cannabis. Comment pourrais-je savoir des choses à ce sujet? Je vois des soldats des forces armées de la République démocratique du Congo en avoir, mais je ne sais pas d'où ils l'obtiennent. Je n'en sais rien. On dit souvent que c'est la capitale du cannabis, mais ce sont de purs mensonges. Puis les mensonges. Et le Front de libération et de défense de la République ne fait pas ça. Ce n'est peut-être pas le Front de libération et de défense de la République qui cultive le cannabis, mais en maintenant les routes dans un état praticable et en offrant une protection à cette région. Ils soutiennent les personnes qui gagnent de l'argent et vivent de la culture du cannabis, ce qui est quelque chose de très important pour les gens. C'est un problème. Avant, ils nous arrêtaient. Ils confisquent le cannabis si tu te fais attraper. C'est un crime. Laissez l'aîné parler. C'est un immense honneur que vous soyez venu ici, chez nous.
Mais vous m'avez profondément choqué. Je suis extrêmement choqué. Je suis le chef de cette communauté. Je vous ai accueilli pour dormir ici et faire cette interview. J'ai entendu dire que vous vous êtes introduit dans une mine. Est-ce vrai ou pas? Je ne comprends pas. Je suis désolé que vous soyez déçus. Je ne suis pas... Je souhaite simplement vous remercier de nous accueillir dans ce village et vous présenter mes excuses. Je suis vraiment désolé si nous vous avons offensé, si vous pensez que nous sommes venus pour d'autres raisons. Nous sommes venus uniquement pour l'herbe. Merci beaucoup. Si c'est vrai que ce n'est que de l'herbe, alors nous irons là où tu es allé et tu me montreras. Je ne sais pas ce que tu... Dois-je en dire plus ou on s'arrête simplement là? Laisse-moi. Monsieur, je vous ai dit plus tôt que nous ne sommes pas venus pour des pierres, du tout. Donc ce n'est pas votre mission? Non. Vous ne l'avez pas vu en arrivant là-bas? Ils n'en ont même jamais pris de photos parce que ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez, monsieur? Nous ne sommes pas venus chercher autre chose. Vous devez être surpris de voir des Blancs venir de si loin pour faire des recherches sur la marijuana. Mais c'est comme ça. Il était logique que le chef pense que je cherchais de l'or ou des pierres précieuses. Le Congo posséderait des minéraux précieux inexploités valant 24 000 milliards, soit plus que le produit intérieur brut des États-Unis. Et des milices comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda survivent grâce à son exportation illégale. L'herbe semblait être une réflexion secondaire pour ces types. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre village et nous avons hâte de passer la nuit ici et de vous revoir demain matin. Je fais une randonnée vers un champ de cannabis à environ 3 heures de marche de Kivui, un village contrôlé par la FDLR. Après une nuit tendue, les anciens et moi avons levé le malentendu et ils m'ont permis d'aller chercher du cannabis local. Bien que les forces démocratiques de libération du Rwanda disent ne pas s'intéresser au cannabis, ils influencent fortement la région de Messizi. Je voulais découvrir la vie des cultivateurs de cannabis travaillant sous le contrôle rebelle ici. Ah ah! Le voilà, voici votre cannabis. Et combien de plants ici? Cela fait 8000 mètres carrés. Oh, regarde comme ils sont grands. Celui-ci est 2 fois plus grand que celui-là. Regarde. Celle-ci est bien? Oui, celle-là est bien. Eh bien, maintenant, on est complètement entouré. C'est partout autour de nous. Les plantes font 2 fois notre taille. Ce n'est pas pour fumer, c'est à vendre. Bien joué, les gars. Bon travail. C'est une bonne bœuf. D'habitude, on la coupe comme ça. C'est comme ça que les gens la veulent. C'est cette partie. Oui, c'est la tête du bourgeon. Ouais, mais ils veulent d'abord la tête et les feuilles. Ensuite, on appelle ça totola. Totola? Que signifie totala? Cela signifie enlever ses feuilles. Regardez, vous voyez les petits cristaux. C'est une plante mâle, on distingue les graines. C'est aussi très collant. Tu as ce problème? Oui, à maturité, elle est aussi collante. À qui vends-tu au final l'herbe que tu cultives ici? Ce sont des gens de Goma qui viennent acheter. Et d'autres personnes d'autres villes et cités qui viennent aussi. Certains d'entre eux sont des soldats des forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent en civil. As-tu peur que ce soit illégal? C'est juste que parfois les soldats des forces armées de la République démocratique du Congo confisquent notre marchandise. Bien sûr, est-ce que les FDLR vous protègent quand vous essayez d'amener votre herbe à Goma?
Non, les forces démocratiques de libération du Rwanda ne sont pas impliquées. D'accord. Par exemple, quel est ton gain à chaque récolte? Je peux vendre toute cette herbe pour 100 ou 150 dollars américains. C'est très utile pour mon foyer. Même si je cultive de l'herbe, je n'en fume pas. Je le fais parce que je suis pauvre et j'ai besoin d'argent. L'argent qu'ils nous donnent nous pousse à cultiver plus d'herbes, parce que ça nous permet d'acheter des produits essentiels comme du sel ou du savon. Comme vous voyez, j'ai pu laver cette veste grâce à la weed que j'ai vendue. Quand mon enfant a besoin de vêtements, je peux récolter de l'argent pour les acheter. C'est pour ça qu'on fait ça. Ces agriculteurs évoquent le fait de vivre dans la dignité, porter une veste propre et subvenir aux besoins de leurs enfants. Ils agissent ainsi en vendant à l'armée congolaise, créant un lien inattendu de l'autre côté du front. C'est tellement intéressant de voir comment la marijuana, cette chose, tu sais, on peut juste la considérer comme une drogue stupide qu'on prend pour planer. Mais ici au Congo, c'est bien plus que ça. Ça a été un voyage très révélateur pour moi. Alors que je me concentrais sur le cannabis aux États-Unis et sur le changement de culture avec sa légalisation, ce que j'ai découvert ici au Congo, c'est que le cannabis offre un aperçu de la vie de personnes dont les histoires sont étouffées par le vacarme de la guerre. Dans ce pays ravagé par la guerre, où les gens sont exclus de l'immense richesse générée par des ressources comme l'or, le cannabis est en quelque sorte une ressource naturelle démocratique qui pousse à travers les fissures d'une société brisée. Le cannabis ne résoudra pas les tragédies du Congo, mais il agit comme un pansement efficace, maintenant la survie des gens et s'ancrant profondément dans le sol congolais.